je ne peux que vous conseiller ce livre, le travail d'Elisabeth Sauze sur la période médiévale est tout à fait remarquable et il est à votre disposition. Alors, là il s'agit d'un projet de livre que vous aurez les bulletins de souscription. Elisabeth Sauze a fait sa thèse d'école des chartes sur la toponymie, c'est-à-dire le nombre de lieux des cantons, ce qui était à l'époque le canton de Saint-Tropez et de Mont, et qui aujourd'hui correspond aux communes de la communauté de communes du Golfe Saint-Tropez. Elle a présenté cette thèse en 1968, mais entre-temps, elle a continué à travailler, à compulser une quantité d'archives considérable de cette région, et donc c'est une somme de travail tout à fait extraordinaire qui vise que nous avons essayé de rendre accessible au public. Voilà. On va se livrer un petit jeu, on a un PowerPoint, on va se livrer un petit jeu. J'ai sélectionné des toponymes et Elisabeth va nous les expliquer. Alors d'abord, peut-être faudrait-il nous expliquer ce qu'est le Fresnay. Le Fresnay. Le Fresnay. C'est bon. C'est bon, ça marche. Ça marche. Le Fresnay, c'est en fait le nom d'une entité géographique qui correspond à très peu de choses près, effectivement, à l'actuelle communauté de communes de Grimaud et Saint-Tropez. Les premières mentions qu'on en a remontent quand même au 9e siècle, 8e, 9e siècle. Mais c'est vrai, ces premiers documents ne nous le décrivent pas suffisamment pour que nous en soyons sûrs, mais en tout cas à partir du 11e siècle, là, les chartes sont catégoriques, ça définit bien cette entité géographique. Remarquons au passage qu'elle correspond sur le plan matériel, sur le plan topographique, à une entité qui est effectivement à une individualité dans son... c'est la convergence en réalité vers le golfe de Saint-Tropez d'un certain nombre de vallées. Et c'est remarquable aussi par le fait que c'est relativement isolé, puisque aujourd'hui encore, on sait les difficultés de communication qu'il y a entre le reste de la Provence et cette zone-là. Hein. Les routes d'accès, elles existaient déjà, c'est encore aujourd'hui la route qui relie Sainte-Maxime au Muy, la route qui monte du golfe, qui passe par la gare de Fresnay pour rejoindre Villeurbanne, et puis la route qui traverse, qui remonte la vallée de la Môle en direction de Bormes et d'Hyères. Bon. En dehors de ces trois voies de communication, on n'a pas réussi à en trouver d'autres. C'était déjà le cas autrefois, donc c'est cet isolement qui a permis, dans un ensemble qui est relativement plus cohérent, de distinguer cette petite région des autres. Alors, notre objectif, c'est de donner des exemples. Alors, dans les cadres territoriaux, j'ai pensé à l'origine du nom de Ramatuelle, puisqu'il y a eu toutes sortes d'hypothèses émises qui sont inacceptables, me semble-t-il. Oui. Alors, qu'est-ce que tu proposes pour Ramatuelle? Je finis d'abord avec le Fresnay. Son nom lui vient en fait de sa végétation primitive. C'est-à-dire que ces différents cours d'eau qui convergent vers le golfe étaient peuplés, ils le sont encore, mais ça a quand même beaucoup diminué, de frênes, hein, des arbres. Et ces arbres qui aiment bien avoir les pieds dans l'eau, effectivement, sont nombreux sur tout le secteur. Alors Ramatuelle est effectivement un de ces noms pour lesquels on n'a pas d'explication immédiate. Je vais dire dans les langues connues.
On est donc obligé de remonter à des langues que nous ne connaissons plus, dont nous saisissons seulement des petits fragments à travers la toponymie. C'est ce qu'on appelle, c'est ce que les spécialistes appellent, désignent sous le terme de pré-latin, qui est le plus raisonnable, sans parler du pré-indo-européen qu'ont stipulé certains et qui est nettement moins sûr en réalité des idiomes parlés sur notre territoire avant le latin. Nous ne connaissons vraiment pas grand-chose et nous ne savons pas s'il y en avait un ou s'il y en avait plus vraisemblablement plusieurs. Bien. Donc Ramatuel, effectivement, c'est la racine Rama. On la retrouve dans un certain nombre d'autres noms, pas des quantités, mais j'en ai retrouvé quelques-uns, du côté italien en particulier. Quant à sa signification, je suis incapable de vous la donner et je défie qui que ce soit d'en trouver réellement. À partir du moment où nous sortons des langues que nous connaissons, dont nous connaissons la signification des termes, là après on peut tout supposer. Alors ensuite l'habitat, j'ai choisi volume. Alors vous trouverez en début d'ouvrage, vous trouverez en fait, j'ai fait des notices développées pour chaque village, dans lesquelles je ne me suis pas contentée d'expliquer le nom d'origine, mais j'ai fait un petit résumé de ce que l'histoire nous apprend de la fixation et du développement de l'habitat de cet endroit. Alors, le baladou que l'on trouve le baladou. À Grimaud. Oui, le baladou, ça c'est un terme, comment dire, c'est de la vie sociale déjà médiévale. C'était l'endroit où vraisemblablement au départ, aujourd'hui ce ne sont plus des ruelles ou des endroits très resserrés, mais au départ c'était vraisemblablement des espaces beaucoup plus larges, c'était l'endroit où on venait danser. Ben oui, nos ancêtres aussi organisaient lors des fêtes, la danse avait sa place dans la sociabilité. La burlière que l'on trouve à Grimaud, à la Garde-Fanny, à Saint-Tropez. Ça c'est beaucoup plus commun, on en trouve un peu partout. La burlière, c'est l'endroit où on venait jouer aux boules. Alors, oui, c'est pas nécessairement la pétanque qu'on connaît aujourd'hui, mais en tout cas, depuis pas mal de siècles, on jouait aux boules. Le camp de la Baresta, à Grimaud. Ah, là, c'était un espace, lors des fêtes votives, entre autres réjouissances, on organisait des concours, et des concours de lutte, des concours de course, de vitesse, et des concours de tir. Et la seule arme qu'on avait au Moyen-Âge, évidemment, c'est l'arc ou l'arbalète. L'arbalète, donc c'est l'arbalète. Ensuite, les cadres institutionnels. Alors là, on en profite pour donner une information tout à fait inédite et exceptionnelle, c'est que Elisabeth et moi, nous avons trouvé où se situait précisément l'église médiévale de Saint-Tropez, et qu'on arrive à dater du 5e, 6e siècle. Alors Elisabeth va vous expliquer ça. C'est un scoop, hein? Ah oui, c'est un scoop. C'est Bernard en fait qui me l'a signalé. Parce ça fait longtemps qu'on cherche l'endroit exact de cette première église qui a donné son nom à Saint-Tropez. Saint-Tropez, le saint est un pisan, ça vient de Pise. Bon, donc la circulation le long du littoral, effectivement, peut avoir propagé, je trouve, des chapelles des églises dédiées à Saint-Tropez à peu près tout le long du littoral, à Antibes, à Nice, en différents endroits. Et donc c'est arrivé jusqu'à Saint-Tropez. L'intéressant en l'occurrence, c'est qu'on a retrouvé effectivement une villa assez proche de l'endroit où on l'avait cherché primitivement et où on croyait l'avoir trouvé, mais on ne l'a pas en réalité pas retrouvé. Une villa est bâtie sur des substructions qui nous dessinent le plan de l'ancien lieu de culte. Donc,
avec une abside outrepassée qui est caractéristique de l'Antiquité tardive, c'est-à-dire 5e, 6e siècle. Voilà. Donc Saint-Tropez, le culte remonterait effectivement à l'Antiquité tardive. Bon, on n'a pas de date plus précise, hein, mais la propagation le long du littoral de ce culte n'a rien d'étonnant. En tout cas, contrairement à ce qui a été écrit, il s'oppose à ce qui a été écrit jusqu'à présent, que c'est l'abbaye de Saint-Victor, les moines de Saint-Victor, qui ont introduit ce culte à cet endroit. C'est bien antérieur, en fait, à l'arrivée des moines victorins. Alors, d'une part, effectivement, c'est bien antérieur aux moines victorins, mais aussi, la tradition dit que l'église de Saint-Tropez se trouve en dessous de la chapelle actuelle de Saint-Tropez. Or, l'édifice dont on parle se trouve à 70 mètres à vol d'oiseau. Il s'agit de l'ancienne chapelle Saint-Pierre, Oui, dont les fondations montrent un arc outrepassé, c'est-à-dire un arc qui ne soit pas simplement la moitié d'un cercle, mais plus de la moitié d'un cercle. Et c'est bel et bien là que se trouve donc l'église médiévale de Saint-Tropez, et non pas sous la chapelle de Saint-Tropez. Et elle est bien antérieure, comme l'a signalé Elisabeth, à ce que l'on pensait être à partir du 10e, 11e siècle. Elle date bel et bien du 5e, 6e siècle. oui. Voilà. Bon, ça c'est un truc. Après, nous allons... alors, pour Cougolin, le moulin de Quiquepesse. Ah, oui. Quiquepesse, c'est la version provençale d'un nom qui est mieux connu en français, c'est Quincampoix. C'est un nom de lieu qui a laissé des traces dans la toponymie un peu partout en France. C'est quoi qu'il pèse. Et ça fait allusion, effectivement, quand les gens portaient leur grain au moulin pour avoir de la farine, ce qu'ils étaient obligés de faire, vu les difficultés de conservation à cause des rongeurs. Pratiquement, j'ai des documents qui m'ont permis de le mesurer. En moyenne, une fois par semaine, au pire, une fois tous les 15 jours. Hein. C'est-à-dire que c'était un lieu fréquenté. Et donc, on surveillait attentivement les poids respectifs du grain et de la farine produite. Ça va de soi. Alors, les meuniers, et c'est à ça que fait allusion Quincampoix, étaient accusés de voler de la farine, sauf que les contemporains ne savaient pas qu'en mettant le grain sous la meule, il y a une proportion, à peu près 3-4% du grain qui part en fumée. Donc, si vous donnez 1 kilo de grain, vous n'obtiendrez pas 1 kilo de farine. Vous aurez obligatoirement 3-4% en moins. Oui, sans compter le déchet de l'enveloppe de la graine. Alors, ensuite, les voies de communication. La rue droite, qui n'est jamais droite. On la trouve pratiquement dans tous les villages où on l'a trouvée autrefois, dans tous les villages, elle a souvent été rebaptisée. La rue droite, c'est pas parce qu'elle est rectilinéaire, c'est parce qu'elle traverse de part en part, directement, d'une porte à l'autre, l'agglomération. La rue droite, c'est ça. Alors ensuite, pour l'agriculture, j'ai choisi un toponyme que l'on trouve à Cocolin, Calmicousté. Ah, Calmicousté. ah oui, alors ça, c'est un sobriquet qui était probablement donné à un quartier peu fertile, où il fallait se donner beaucoup de mal pour obtenir, pour faire pousser un peu de blé, puisque c'était l'essentiel de la production. Ça signifie exactement quoi qu'il m'en coûte. Ce qui signifie que, effectivement, là, on devait beaucoup travailler pour obtenir un petit peu. Alors à Cocolin, j'ai noté le site de Portonfus, Campertonfus au XVe siècle. Oui,
Ça va dans le même sens, c'est une zone un peu éloignée du village, et c'est un sobriquet aussi. Tu perds ton feu, c'est-à-dire tu perds ton énergie. Hein, c'était loin, et en plus il fallait se donner beaucoup de mal pour que ça rende quelque chose. Ensuite, dans les noms de personnes, alors bon, c'est les sobriquets qui sont les plus amusants. Bagatin, c'est le vagabond, Oui, le rien. oui, mais là vous trouverez une liste effectivement assez longue parce que Alors, beaucoup de lieux, parce que la toponymie, il faut imaginer qu'avant les cartes, les plans et les cartes, et ils arrivent quand même assez tard, à partir de la fin du XVIIIe siècle, hein, pas avant, eh bien, pour se retrouver dans l'espace, les gens n'avaient qu'une seule possibilité, c'était la toponymie. Et cette toponymie appuyée sur une géographie sommaire dessinée par le relief d'un côté et par les chemins d'autre part. Donc on avait tendance à les multiplier. Et parfois c'était seulement un champ, c'était parfois seulement une propriété qui portait un nom qui est resté ou qui n'est pas resté. Mais j'ai exploré quand même un grand nombre de documents qui me donnent, qui m'ont fourni des noms qui ne sont plus aujourd'hui encore en usage. C'est normal. À partir du cadastre, on a commencé à restreindre nettement le corpus utilisé communément. Encore que, quand j'ai fait ma thèse, je suis allée pratiquement dans tous les villages, interroger, je me suis fait désigner des gens qui connaissaient bien le pays, des anciens, et qui effectivement m'ont permis de voir que certains noms que je trouvais dans des documents très anciens, en fait, survivaient quelque part dans la mémoire au moins de quelques-uns. Alors, barbe d'ail, ça pour un provençal, ça parle. Oui. Celui qui a une barbe d'âne. L'ail, c'est l'âne. Barbe d'ail, barbe d'âne. Alors, un patronyme qui existe toujours à Grimaud, Boc. Un niais extravagant. Oui. Boc. Hein? Si certains d'entre vous sont de Grimaud, ils connaissent la famille Boc. Coquerel, qui est un patronyme que l'on trouve à Saint-Tropez, encore aujourd'hui. Oui, à Ramatuelle. C'est un imbécile, un Oui, niais. oui, mais les sobriquets, comme aujourd'hui, oserais-je dire encore, sont plus facilement, médisants que flatteurs. Et puis, un patronyme, un nom de personne que l'on trouve Draguignan, Fréjus, et bien sûr dans le Freinet, Panescorce. Ah oui. Oui, bah les Corses. Celui qui enlève les Corses. Ce qui se comprend d'autant mieux, en fait, Panescorce, je ne le rencontre pas beaucoup en dehors des morts, mais ça fait allusion bien entendu au liège. Parce qu'ailleurs, l'écorce n'est pas spécialement employée, mais dans les morts, évidemment, c'est normal. Alors, pour le milieu naturel, j'ai choisi ce qu'on appellerait, pour une langue étrangère, les faux amis. C'est-à-dire que l'amirauté, par exemple, ça n'a rien à voir avec un amiral. L'amirauté, le quartier de l'amirauté qu'on trouve à Courgoulin, oui, ben c'est évident pour toi, mais ce n'est pas pour le public. Il n'y a jamais eu d'amiral à Courgoulin, au quartier de l'amirauté. Non, dans les formes anciennes d'ailleurs donne la solution. En fait, c'est un quartier où on a une belle vue. Mirare, c'est regarder. Donc c'est un endroit où on a un point de vue assez large. C'est évidemment un nom attaché à des hauteurs. Plateau, colline. Et il y a le français qui est passé par là, et qui a transformé ce qu'il a entendu l'amirau en l'amirauté. Alors un autre, c'est l'escalier.
Moi, une fois, on m'a contacté, l'office du tourisme Ramatuelle, en me disant oui, les personnes se demandent ce que veut dire l'escalier. Est-ce que c'est pas la petite escale? Eh bien, non. En provençal, l'escalier, c'est l'échelle. Hein? Et donc, Ah oui, c'est un endroit escarpé. C'est un littoral très très escarpé, effectivement, où on ne pouvait, à certains endroits, on pouvait passer qu'en passant des échelles. Où ça ressemblait, parce que le nom de lieu a rarement une explication immédiate, hein, c'est toujours au second degré. Hein, il faut aller chercher le sobriquet, on se moque, on s'amuse. C'est pas spécial aujourd'hui, les gens d'autrefois s'amusaient beaucoup aussi avec les mots. Alors, il y a un autre lieu à Cobolin, sur la route, l'ancienne route de la gare de Fresnay, qui s'appelle Vaubelette. Et je me souviens toujours, un directeur de service technique à Cobolin me dit « Oui, Vaubelette, j'y ai vu la belette. » Et bien sûr, non, que non. Non, d'autant que la belette ne s'appelle pas comme ça en provençal. Mais Vaubelette, c'est simplement le fait que le val, en français c'est masculin, mais en provençal c'est féminin. Et donc derrière, vous avez un adjectif qui est le diminutif de belle, donc belette. C'est la jolie vallée, la jolie petite vallée. Et on va terminer, alors j'ai oublié de passer la flore, la faune, et puis vous avez un index qui vous permet de trouver les toponymes. C'est un travail phénoménal, hein, l'index, là, c'est du boulot. Voilà. Alors, le dernier, c'est le saut du loup. On voit le loup sauter, bien sûr. Eh bien, non, pas du tout. Là aussi, c'est un ancien mot que le français n'a pas conservé et que le provençal avait gardé, qui est la traduction, enfin l'évolution du latin saltus. Et saltus, c'est la forêt, c'est le bois. Donc le saut, c'est un bois, tout simplement. Quant au loup, sa présence, comme celle de l'aigle d'ailleurs, dans la toponymie est plus symbolique que réelle. Les loups, il y en avait partout. Les aigles passaient aussi sur les têtes partout. Ça veut dire simplement que c'est un quartier où pratiquement il n'y a que les loups qui y vont. C'est un quartier isolé, un quartier désert. C'est comme ça qu'il faut le comprendre. Voilà. Alors, merci Elisabeth. Ce livre doit paraître. Il y a des bulletins de souscription pour cet ouvrage. C'est une somme de travail phénoménale. Il faut imaginer, non, difficile à imaginer, la quantité d'archives qu'a pu lire Elisabeth, d'archives, dès le XIe siècle, bien sûr, sinon avant, jusqu'au XIXe. Elisabeth a bien signalé aussi qu'elle a interviewé des anciens, et donc c'est une somme de travail colossale. Déjà au moment où tu as fait ta thèse, en 1978, donc ça veut dire il y a plus de 50 ans, 68, et depuis, elle l'a considérablement enrichi, donc c'est un ouvrage remarquable et tout à fait intéressant. Vous avez les bulletins de souscription là-bas, la petite table près de l'entrée. Merci Elisabeth. Et maintenant, alors je devais, oui. Juste deux questions. La mort du Luc. Alors. Ah, oui. Là aussi, le mot mort, il faut se souvenir que le mort, c'est issu d'un mot latin, là aussi, que le provençal a conservé, qu'il a oublié depuis, mais qu'il avait conservé pendant un certain temps. C'était le morceau, donc la pièce de terre. Donc il n'y a pas de mort dans tout ça. Tout de suite, mais une réponse très rapide. Fresnay, c'est déjà un nom avec une toponymie française ou c'est issu d'une langue romane ou provençale déjà? Quand on dit Fresnay au XIIe siècle, c'est du provençal, du français. Fraxinetum. Fraxinetum, c'est du latin. Fraxinetum. Du latin roman, et oui, c'est devenu Fresnay après. Oui. Sous l'influence. Ça a évolué normalement. D'accord. En Fresnay. C'est le fraxinetum. C'est tout.
la plus ancienne, on a des mentions quand même qui remontent à des chroniqueurs du 8e, 9e siècle, hein, qui mentionnent le nom. Mais enfin, c'est malgré tout, même ces siècles reculés connaissaient déjà la langue vulgaire pratique. Enfin, on ne parlait plus déjà le latin, on parlait déjà quelque chose qui s'était transformé et qui était déjà de l'ancien provençal ou ailleurs de l'ancien français. Ok. Merci Elisabeth. On n'a pas en réalité de date précise, de notion précise sur la date exacte de transformation de l'une à l'autre. Ça s'est fait progressivement, plus vite à certains endroits, plus lentement à d'autres. Mais on a tellement peu de documents écrits sur ces siècles-là qu'évidemment, on est obligé de rester prudent. Alors, je devais maintenant vous présenter la revue du Freinet, mais dans la revue du Freinet, il y a d'une part un article qui a été présenté tout à l'heure par Jean-Pierre Genou, et ensuite, il y a un autre article qui est passionnant concernant un livre de catholicité avec les baptêmes et les mariages pendant la période révolutionnaire, fait par des religieux réfractaires, c'est-à-dire en toute illégalité. Et c'est un document absolument exceptionnel, très bien analysé par notre ami Albert Giraud, qui va venir nous présenter son travail. Hein, et plutôt que de parler de la revue du Freinet, eh bien, parlons directement de son contenu avec l'intervention d'Albert Giraud. C'est un document exceptionnel. Hein.